Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonjour à toutes et à toutes. Dans cet enregistrement, je vais essayer de traiter la troisième section intitulée Le développement durable. Pour ce faire, on va suivre le plan ci-après. D'abord, on va commencer par cerner le concept de le développement durable, mais également de donner un certain nombre de généralités sur ce concept. Puis, on va essayer de répondre à la première des questions sur le pourquoi du développement durable, c'est-à-dire pourquoi on doit aujourd'hui penser, repenser, c'est-à-dire donc cette question de la durabilité de le développement. Également, on va essayer donc de voir quelle est la logique quelle est la logique principale du développement durable, sur quoi repose-t-elle ce concept de développement durable. Également, donc, avant de traiter les théories de développement durable, on va essayer donc de arrêter et parler, expliquer un certain nombre de dates clés qui ont marqué l'histoire du développement durable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va finir par les théories de développement durable. Donc voilà, à la barakatillah. Concernant le concept de développement durable, on reprend généralement la définition de l'ex-premier ministre norvégien, Brundtland, qui était à la tête d'une commission de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Ce rapport, donc rédigé en 1900 et publié en 1987, il a défini le développement durable comme étant un développement, c'est-à-dire des changements radicaux, enfin des mutations positives à tous les niveaux, qui répond aux besoins, regardez donc, qui répond aux besoins du présent, c'est-à-dire de la génération actuelle, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre c'est-à-dire aux leurs besoins. Donc je reprends, le développement durable, c'est un développement, mais un développement très particulier qui tient compte, c'est vrai, donc qui essaie donc de répondre aux besoins de la génération actuelle, de la population actuelle, mais sans réduire et limiter la capacité des générations futures et même compromettre cette capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Ainsi, on peut voir déjà que le développement durable met en relation trois éléments essentiels. D'abord, l'économie, parce que par l'économie et l'économique, donc on répond aux besoins aussi bien certes de la génération actuelle, mais également un volet social à ne pas oublier et surtout le volet environnemental. Ainsi, donc, regardez dans ce schéma, il met en relation les trois concepts. Donc, l'économie envers le social, il faut que le modèle économique soit équitable, c'est-à-dire donc une économie dont la répartition de la richesse soit juste et soit équitable, dont il y a peu d'inégalités, également dont il n'y a pas de la pauvreté et de la précarité. Mais également, l'économie ne doit pas normalement ne doit pas menacer la capacité, la viabilité pardon, de l'environnement. C'est-à-dire cette capacité de l'environnement à vivre, à continuer toujours à vivre. C'est-à-dire donc l'économie doit tenir compte de l'exploitation rationnelle des ressources, surtout les ressources non renouvelables. C'est-à-dire donc il faut éviter des surexploitations qui mènent vers la destruction d'un certain nombre d'écosystèmes, également d'un certain nombre de ressources qui ne se renouvelent pas. Également, donc, entre l'environnement et le social, il faut que l'environnement soit vivable, c'est-à-dire il faut qu'il soit supporté par la population. Il faut qu'on trouve un environnement dont on peut vivre facilement, donc sans problème. Donc voilà généralement l'équation, comment ça se fait. Donc le développement durable est au centre des trois enjeux, c'est-à-dire donc le développement durable, il doit essayer donc de concilier l'objectif économique d'un modèle de développement, bien un modèle économique de manière générale, également un objectif de la justice sociale, mais également un objectif de la protection de l'environnement. Une équation certes complexe, une équation certes difficile à réaliser, mais il le faut. Maintenant, quels sont les indicateurs sur lesquels on se base pour mesurer donc le développement durable et le respect bien évidemment de la logique de développement durable? Généralement, il existe plusieurs indicateurs. On va se contenter ici donc de deux principaux indicateurs avec un troisième qui a un rapport avec les inégalités.
Alors, donc les indicateurs, donc parmi les indicateurs, donc on peut citer donc l'empreinte écologique. Alors, donc l'empreinte écologique comme premier indicateur, déjà vu dans le cadre des indicateurs de développement, puis l'épargne nette ajustée, développée par Stiglitz, et le coefficient Gini qui renseigne sur les inégalités. Donc dans cet enregistrement, on va essayer donc de traiter, de reprendre donc la définition de l'empreinte écologique, mais surtout de détailler l'indicateur de l'épargne nette ajustée. Alors donc pour l'empreinte écologique, c'est vrai donc ça permet de mesurer et d'évaluer l'impact de la consommation d'une population donnée, c'est-à-dire donc l'impact de la consommation généralement sur l'environnement, c'est-à-dire sur les terres et le sol et les océans exploités. Donc ça permet comment on évalue l'empreinte écologique par le calcul de la surface de sol et d'océan qui sont nécessaires pour la production des biens destinés à la consommation de cette population, mais également pour assimiler les déchets qu'elle génère. Et elle se calcule en hectares global. Donc, c'est-à-dire donc une consommation d'une population nécessite bien évidemment la mobilisation des sols, des océans, surtout donc dans le cadre de la pêche des fruits de la mer, le poisson de manière générale, c'est-à-dire la surface qu'on a mobilisée en hectares pour répondre aux besoins d'une population pendant une année, mais également malheureusement donc le sol et l'océan mobilisés également pour assimiler les déchets qu'ils génèrent, c'est-à-dire donc aussi bien donc les rivières dont on rejette les déchets solides ou bien liquides, mais également les océans qui sont parfois malheureusement donc pollués par les déchets de la consommation. Maintenant, pour l'épargne nette ajustée, donc c'est-à-dire on parle également de l'épargne véritable, c'est un indicateur développé par le rapport mondial, surtout donc dans un rapport de Stiglitz. Donc il a calculé donc pour la première fois, il a recommandé de calculer donc l'épargne nette ajustée pour renseigner renseigner davantage sur l'état du développement durable. Alors donc ça concerne spécialement l'ajustement de l'épargne nationale brute. Comment on ajuste l'épargne nationale brute? Par 4 types d'ajustements. D'abord donc on déduit de l'épargne nationale brute la consommation du capital fixe, généralement les amortissements. Puis on rajoute à l'épargne nationale des investissements en capital humain, c'est-à-dire donc les dépenses d'éducation. Et puis on déduit à nouveau de cette épargne nationale brute la baisse de stock des ressources naturelles consommées, c'est-à-dire l'énergie consommée, les minerais, les forêts, donc ainsi de suite. Mais également, on déduit également des dommages causés par la pollution, dont on cite les émissions de CO2. Donc comme ça, donc, on finit par avoir cette formule. L'épargne nette ajustée, donc ils sont égales l'épargne nationale brute moins consommation de capital fixe plus investissement en capital humain moins la réduction, moins bien évidemment donc la baisse de stock en ressources naturelles, moins consommer bien évidemment, moins les dommages causés par la pollution. Donc voilà globalement comment on calcule donc cet indicateur, et cet indicateur renseigne également sur le développement durable, parce qu'il tient compte plusieurs éléments, plusieurs aspects, et surtout l'aspect humain et l'aspect environnemental. Ce sont deux aspects, deux volets qui sont importants dans la logique de développement durable. Donc pour le coefficient Gini, c'est un coefficient qu'on calcule, donc qui renseigne sur la concentration ou bien la déconcentration de la richesse ou bien des salaires. Donc ça permet de calculer donc les inégalités à l'intérieur d'un territoire. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques de l'EDD, le développement durable? En fait, le développement durable serait donc caractérisé par 3 éléments essentiels.
D'abord, donc, son approche, elle est spéciale. Donc, c'est une approche centrée sur l'avenir de l'homme et de la nature. C'est-à-dire, on ne se contente pas sur le présent, mais également, donc, il s'inscrit généralement dans l'avenir et dans le futur. Donc, ça permet de quoi? Surtout parce que, au sens de Brundtland, comme on l'a vu, on a dit que le développement durable, certes, c'est quoi? C'est vrai, donc c'est un développement qui permet aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins, mais sans compromettre, sans porter atteinte donc à la capacité des générations futures également donc de satisfaire leurs propres besoins. C'est-à-dire donc il faut une protection surtout de la nature, donc pour que les générations futures trouvent également les ressources nécessaires pour satisfaire leurs propres besoins. Ça, c'est une approche très particulière. Deuxième élément, parce qu'il est concentré sur l'avenir de l'homme et de la nature, c'est-à-dire donc il faut les fonder principalement sur le respect de l'environnement, c'est-à-dire une thématique, un thème, un sujet d'examen ou bien de concours qui traite la question de l'EDD, il faut l'orienter spécialement vers le respect de l'environnement. Parce que si on l'oriente généralement vers le social, c'est-à-dire donc nous sommes dans la logique du développement économique et social. Et si on l'oriente plus vers l'économique, nous sommes plus dans la croissance que dans le développement. Donc c'est pour cette raison, un thème qui traite la question du développement durable doit être très spécialement orienté vers l'environnement. Exemple, relation entre développement durable et la croissance économique. La relation la plus évidente qui n'a pas besoin d'une démonstration exceptionnelle ou bien géniale, c'est que la croissance, le modèle d'aujourd'hui de la croissance économique est incompatible avec la logique du développement durable, c'est-à-dire la croissance économique elle est inconciliable, n'est pas conciliable avec la logique du développement durable. Alors, donc, les idées de développement et de la durabilité, c'est-à-dire les idées donc de l'EDD, surtout suppose quoi? Donc des idées qui sont liées avec le développement, mais également qui s'inscrivent dans la durabilité et la soutenabilité. Alors donc regardez donc ce schéma. Le développement durable, regardez donc par rapport il met en relation le présent, mais également le futur. Répondre les besoins présents sans compromettre également tout en pensant, tout également, donc en tenant compte les besoins futurs. Dans la croissance économique, la croissance n'a pas de sens, c'est qu'il ne permet pas donc une équité sociale, c'est-à-dire la richesse créée par la croissance économique, il faut qu'elle soit répartie équitablement. Également, dans la logique, parce que l'environnement est un bien public mondial, donc la réflexion, donc les décisions doivent être, c'est vrai, donc ils doivent tenir donc les besoins locaux, mais également sans oublier également de penser globalement et de tenir compte également l'effet de notre modèle de production, de notre modèle de croissance sur le global, sur le monde entier, parce que l'environnement est un bien public mondial. Alors donc maintenant l'enjeu majeur et l'enjeu le plus important dans l'équation de développement durable, c'est la conciliation entre trois composantes qui sont difficilement conciliables. Ils ne sont pas compatibles. Lorsqu'on cherche un volet, donc on peut rater un autre. Regardez donc le développement cherche à concilier entre développement économique, mais également progrès social, mais également la protection de l'environnement. Donc trois volets, trois aspects, trois éléments qui sont difficilement conciliables, qui demandent des politiques volontaristes, qui également de la rigueur au niveau de la décision, également donc une volonté politique et des politiques engagées pour respecter donc davantage de l'environnement. Donc regardez au centre, c'est le développement durable qui peut concilier l'objectif de progrès social avec l'objectif de développement économique, c'est-à-dire donc la création des richesses, l'amélioration des conditions de vie matérielles, mais également la protection de l'environnement. C'est le développement durable qui peut faire donc de l'économie une économie équitable,
euh, en répondant, en assurant donc une justice sociale, mais également donc il peut il peut faire de l'économie une économie qui permet donc une viabilité, assurer donc une viabilité de l'environnement, également qui fait de l'environnement un espace vivable pour la société. Alors maintenant, pourquoi le DD? Pourquoi depuis les années 80, c'est vrai donc depuis les années 62, on va voir, donc on s'intéresse beaucoup à la question de le développement durable. On a inventé donc ce concept et cette logique prime sur toutes les logiques de production, surtout donc de production classique. Pourquoi? Parce que c'est vrai donc parce qu'il existe des fléaux ou bien des misères de l'humanité synthétisées dans les 3 M. Premier M, ce sont les menaces qui pèsent sur la planète, avec la disparition de beaucoup d'écosystèmes, avec la surexploitation des ressources naturelles, donc regardez donc avec la désertification, les atteintes à la biodiversité, le VI, donc la pollution des eaux et de l'air avec des changements climatiques, et également, c'est-à-dire c'est le volet environnemental du développement durable, sans doute qui est le plus puissant aujourd'hui. Et il compte beaucoup. Donc, on a vu donc les effets surtout les changements climatiques sur beaucoup de pays. Donc, ils ont aggravé davantage enfin, des problèmes sociaux, surtout donc la pauvreté et les maladies. Puis, deuxième M, ce sont les misères de l'humanité, avec beaucoup de la pauvreté, la persistance jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours donc de la pauvreté. Les inégalités sont croissantes. On a vu ça avec Robert Gordon, même on est au centre des États-Unis d'Amérique. La sous-alimentation, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Le Yémen, par exemple, dernièrement, donc c'est vrai, donc c'est comme étant effet de la guerre, mais également, il existe toujours de la sous-alimentation au niveau du Yémen, la Somalie, donc beaucoup de pays de l'Afrique, parfois même au Maroc, dans certaines zones enclavées au Maroc, éloignées, donc il existe de la sous-alimentation. Le manque de potable, les endémies, la présence habituelle donc d'une maladie dans une zone déterminée, le choléra maintenant au niveau de l'Afrique, maintenant la Covid partout dans le monde. Et c'est le volet social du développement durable également qu'il faut tenir en compte. Puis, les manques et de la gouvernance malheureusement mondiale. Au niveau de la décision mondiale, il y a une divergence entre les puissances qui pèsent sur la décision mondiale, qui décident de la politique mondiale. Voilà donc un dysfonctionnement, une injustice des relations internationales. Donc beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes. L'Organisation des Nations Unies, on peut dire qu'aujourd'hui, il est dépassé. Il est dépassé par les événements. Il est indicible dans beaucoup de conflits, notamment entre pays développés et pays pauvres. Difficulté d'adopter des réglementations permettant d'instaurer donc un DD. Par exemple, le protocole de Kyoto, dernièrement, l'accord de Paris, Trump donc il s'est retiré donc de cet accord. On espère à ce que Biden donc on parlait de quoi donc de l'acceptation de cet accord par Biden, donc mais Trump il s'est retiré, donc les États-Unis d'Amérique sont retirés donc de l'accord de climat de Paris. Alors donc également c'est le volet économique et politique de DD également qui est menacé, qui également qui est remis en question. Donc voilà trois mesures qui font du développement durable, donc une question d'actualité, une question qui mérite quand même d'être traitée aujourd'hui et également d'être prise par beaucoup de conscience, beaucoup de volontarisme et beaucoup d'engagement. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien évidemment une action qui doit s'inscrire dans le DD s'il parvient donc à concilier les 3 E, à concilier l'économie avec l'équité, avec l'environnement. Donc les 3 E, cette conciliation qui peut permettre donc au moins d'arrêter donc ces mesures et de réduire ces mesures de l'humanité et également pourquoi pas donc éradiquer donc ces fléaux. Alors, le DD, il le faut. Ça permet la conciliation entre les 3 E. Mais sur la logique
Quelle est la logique sur laquelle repose le DD? Donc, elle repose sur quoi? Sur généralement 4 éléments. Donc, le respect des personnes, la démocratie, les droits de l'homme, le respect des écosystèmes, c'est la protection donc de l'environnement, le respect des sociétés et des cultures, et de donner des marges de manœuvre aux générations à venir, c'est-à-dire donc tenir compte de la capacité des générations futures donc à répondre à leurs propres besoins. Voilà la logique sur laquelle repose spécialement le DD. Il s'agit donc d'une gestion, quoi, mais responsable, permettant d'utiliser les ressources sous le seuil de leur renouvellement pour le mieux. C'est-à-dire donc aujourd'hui, c'est une politique qui s'inscrit dans la logique de développement durable doit être normalement une politique responsable, une gestion basée sur une gestion responsable de quiconque, le politique, le gestionnaire, donc un citoyen normal. Donc il faut une gestion responsable, une gestion qui utilise des ressources aujourd'hui, soit surtout les ressources qui ne sont pas renouvelables, dans le seuil de le renouvellement. On va utiliser celles qui se renouvelent, celles qui ne se renouvellent pas, donc il faut chercher des alternatives. Pourquoi? Pour garder ces ressources, les générations futures. Également, donc, d'une vision à long terme, toute décision, il faut éviter donc des décisions à ce qu'elles soient des décisions conjoncturelles. Malheureusement, c'est la logique d'un politique. Et de la logique maintenant, donc, il faut une vision qui s'inscrit dans le long terme, qui tient compte donc le long terme. Voilà donc généralement, c'est vrai donc la question de l'EDD est passée par plusieurs étapes dont on va retenir donc quelques dates clés qui ont montré la montée de la prise de conscience, donc de cette logique, de la logique de l'EDD. Donc la première des dates, c'était 1972 comme étant la date phare qui a marqué donc le début d'une histoire, le début d'un modèle de développement très particulier. Le rapport du Club de Rome, intitulé Halt à la croissance économique, Limits of Growth. Donc, c'est ce qu'on appelle le rapport de Meadows. Ce rapport, donc, il a mentionné, il a noté que la croissance, le modèle d'aujourd'hui, de la croissance économique, il détruit de l'environnement, il conduit vers quoi? Vers spécialement donc la destruction des écosystèmes et de la biodiversité. Donc c'est pour cette raison, donc dans ce rapport-là, on a recommandé d'arrêter la croissance économique, d'arrêter donc de rompre avec la logique d'aujourd'hui, la logique de la production de l'époque. Puis la conférence, dans le cadre de la conférence de Stockholm, une conférence pour la Terre, l'éco-développement, donc dans cette conférence, donc on a insisté sur quoi également? Sur une économie, mais également une économie basée qui tient compte de la logique du développement durable. Puis donc en 1987, c'est la date qu'on peut qualifier de la date réelle, le commencement de la logique de l'UDD. Pourquoi? Parce que dans un rapport de Brundtland, l'ex-premier ministre donc, norvégien, un rapport intitulé Notre avenir à tous. Donc il a défini pour la première fois qu'est-ce qu'un développement durable, comment peut-on bien évidemment donc c'est-à-dire en quoi consiste, mais également donc il a essayé donc de critiquer le modèle de production des années 1900, des années 80, en concluant que c'est un modèle qui est nuisible à l'environnement et à l'avenir de tous. Alors en 1992, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, au Brésil, parmi les sommets de la Terre. Donc parmi les conclusions donc, de cette conférence, regardez donc nous ne pouvons continuer avec les politiques actuelles. C'est-à-dire c'est de l'impossible de continuer avec les politiques actuelles qui perpétuent donc l'écart économique entre les pays.
donc les politiques, c'est-à-dire que la conclusion essentielle de la sommet de la Terre de Rio de Janeiro, donc c'est que le modèle d'aujourd'hui, donc il est créateur donc des écarts, des inégalités entre les pays, au sein d'un seul pays, mais les pays entre eux, qui augmente également la pauvreté, la faim, donc les maladies, l'analphabétisme dans le monde et qui cause la détérioration continue surtout des écosystèmes dont nous dépendons pour survivre pardon, donc sur Terre. Donc, grosso modo, donc en 1982, on a écrit noir sur blanc que le modèle d'aujourd'hui, donc c'est un modèle anti-développement durable, anti-environnement. C'est un modèle qui produit des inégalités, qui aggrave des inégalités à tous les niveaux également, donc de la famine, de la maladie donc, et de l'analphabétisme. En 2002, sommet mondial de développement durable à Johannesburg, on a arrêté donc un état des lieux préoccupant. Donc un développement durable objet d'une négociation, il faut que le développement durable soit objet d'une négociation permanente. Pourquoi? Pour davantage chercher donc la convergence des politiques à l'échelle mondiale parce que on s'est rendu compte que la question de la gouvernance mondiale de cette question de l'environnement donc fait défaut et faisait défaut. Donc du coup donc il faut chercher un moyen, c'est-à-dire pourquoi pas ne pas assurer donc des négociations permanentes dans le cadre des COP 22 maintenant COP 23. Alors l'engagement des collectivités territoriales, la question donc il faut inviter donc tous les acteurs à participer donc à cette question donc de le développement durable. Il faut également que les collectivités territoriales s'imposent, s'engagent, s'impliquent dans la question de le développement durable parce qu'elles sont très proches, surtout donc ces collectivités territoriales relativement donc ils reflètent donc une question donc de la démocratie participative. Également, ils sont très proches donc des questions locales. Donc, c'est également donc leurs décisions sont plus efficaces que les décisions centrales, surtout donc par rapport à cette question de l'environnement. Également, pour la première fois, on a invité les entreprises à s'engager davantage de la question donc également à assumer leur part de responsabilité parce qu'on se sent les grands pollueurs. D'accord, donc de l'environnement. Donc également, on a invité les entreprises à s'impliquer davantage dans la question du développement avec la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors maintenant, pour les théories, au niveau de les théories, donc quelles sont les principales théories de le développement durable? Alors théoriquement, la question de DD, donc on distingue entre eux. Généralement, d'abord, donc au niveau de la théorie de DD, donc on a essayé donc de répondre à deux questions. D'abord, la croissance économique est-elle conciliable avec le développement durable? Et deuxième des choses, il faut une refonte de la croissance économique. Comment peut-on rendre la croissance économique respectueuse de l'environnement également, respectueuse de la logique de le développement durable? On distingue généralement entre plusieurs théories. Donc la première des théories, ce sont les théories inspirées de le modèle néoclassique, intitulé donc le modèle de la soutenabilité faible. Puis des théories qui s'inscrivent dans la question de l'écologie, on les appelle donc l'économie écologique, qui insiste sur une soutenabilité forte entre la croissance économique et le développement durable. Également, les analyses en univers controversé, donc l'univers donc est controversé, donc il y a beaucoup d'acteurs, donc il y a un jeu d'acteurs, la question de l'EDD donc est au centre du jeu d'acteurs, donc les entreprises, les administrations, les banques, donc et ainsi de suite. Également la société civile. Également, donc, la question de l'EDD est traitée dans le cadre de la problématique humaniste. Et enfin, on va finir par quoi? Par une analyse anthropique qui considère donc le développement durable, ou bien le modèle à la croissance économique qui réalise le développement durable comme étant une illusion. C'est-à-dire il faut une décroissance pour assurer, c'est la seule des solutions pour assurer le développement durable. Donc dans les détails,
Ah, donc le premier modèle, la soutenabilité, donc la thèse centrale donc, de ce modèle néoclassique, c'est que le DD s'imposera par la force des choses, c'est-à-dire donc on peut la croissance, le modèle de la croissance d'aujourd'hui donc est un modèle de croissance soutenable. Comment? L'explication elle est simple, le capital technique, les innovations, avec les innovations, le progrès technique, on peut se substituer donc au capital naturel si nécessaire, c'est-à-dire donc si les conditions de marché le permettent, un progrès technique s'imposera, peut donc trouver de l'alternative au capital naturel pour le remplacer. Donc il n'y a pas de souci, c'est-à-dire donc la croissance économique, c'est une question de la nécessité, c'est une question des conditions de marché. À partir du moment où le marché donne donc plus d'avantages la solution technique sur la solution naturelle, donc les entreprises sont prêtes à prendre et à reprendre et à adopter la solution technique au lieu de la solution naturelle. Donc, alors qu'ils sont de quoi? D'une soutenabilité faible. Pourquoi? On parle alors donc de la croissance soutenable. Donc, les théoriciens qui ont développé donc en 1977, Hartwig, donc il était le premier qui a inventé ce concept de la soutenabilité faible et qui a défendu donc le modèle de la croissance économique comme étant donc on peut toujours donc réaliser de la croissance économique et surtout donc une croissance soutenable qui respecte l'environnement. Becker m'a également en 1994, il a développé donc il a confirmé cette théorie. Regardez donc malheureusement c'est une confiance aveugle dans un progrès technique qui pourrait toujours compenser la dépréciation irréversible des ressources naturelles non renouvelables. Donc déjà les ressources naturelles ne sont pas renouvelables. Comment donc faire confiance à un progrès technique pour compenser donc la déperdition donc irréversible. Irréversible, donc c'est une question normale, c'est pour cette raison, donc cette soutenabilité, elle est faible parce que le progrès technique ne peut jamais, si déjà donc il y a une déperdition qui est irréversible, la reja'ata minha. Donc des ressources naturelles non renouvelables, donc comment le progrès technique peut remplacer, soi-disant, donc c'est alors qu'on a perdu ce qu'on a perdu, donc on a perdu la ressource n'est plus là. C'est la question maintenant donc de beaucoup d'écosystèmes malheureusement qui sont disparus, beaucoup d'animaux pardon qui sont disparus, beaucoup d'espèces qui sont disparues. Comment peut-on par exemple les retrouver? Comment le progrès technique aujourd'hui donc peut proposer donc l'alternative. Ainsi donc une école appelée donc surtout une économie écologique a pris naissance et qui insiste sur quoi? Sur la soutenabilité forte qui doit être au service c'est vrai donc d'analyse très disparate parce qu'il y a beaucoup, on va voir 3 écoles principalement. Donc, cette soutenabilité forte se préoccupe de quoi? Des conditions, certes de cette école, eh bien cette économie, se préoccupe généralement des conditions de réencastrement. Comment réencastrer l'économie dans l'écologie? Comment, dans le modèle d'économie d'aujourd'hui, introduire la composante écologique et la tenir en compte dans la décision économique d'aujourd'hui, seule à même de permettre une croissance durable, c'est-à-dire sans un réencastrement de l'économie dans l'écologie, c'est de l'impossible de réaliser donc une croissance durable. C'est pour cette raison comment peut-on c'est-à-dire faire donc ce travail-là de la refonte de leur modèle économique aujourd'hui pour qu'il tienne compte de la composante de l'écologie. Le concept de soutenabilité forte est associé donc à cette nouvelle discipline et qui comprend 3 écoles. La première des écoles, c'est l'école de Londres. Pour l'école de Londres, la question elle est simple. Le DD doit passer par l'intervention publique, c'est-à-dire le réencastrement de l'économie dans l'écologie. L'écologie ندخلوها في القرار الاقتصادي نشكل l'écologie القرار l'économie. La décision économique doit tenir compte, la décision écologique ne peut pas se faire sans l'intervention publique, c'est-à-dire donc les pouvoirs publics, c'est le seul agent économique qui est capable de quoi? D'imposer ce réencastrement.
Alors donc, parmi les applications, par exemple, on peut on peut prendre l'exemple au niveau de la France, l'application du principe pollueur-payeur de l'article L 110.1 de Code de l'environnement français. On a insisté sur quoi? Sur le principe pollueur-payeur, celui qui pollue, donc il est responsable de la pollution, il doit payer, il doit introduire dans le locaux social, il faut internaliser dans le coût social dans le coût des entreprises, le coût social, c'est-à-dire donc les effets de la pollution qu'ils produisent. Comment? Par exemple, par la taxe pigovienne, par la fiscalité environnementale ouverte. Par exemple, le Maroc, il y a une taxe dans la place purgée, donc on l'appelle donc la taxe environnementale que les entreprises qui fabriquent le plastique au Maroc donc payent. Pourquoi? Parce qu'ils sont parmi les grands pollueurs. Donc, en appliquant donc ce principe de pollueur-payeur. Faire supporter surtout donc aux pollueurs le coût social de leurs externalités négatives, parce que la pollution est une externalité négative, les autres agents assument, supportent donc ces inégalités sans que la transaction passe par le marché, sans que les entreprises payent, sans que les entreprises supportent la charge ou bien donc internalisent donc cette charge dans leur comptabilité. Deuxième école, c'est l'école de l'écologie industrielle. Donc, elle insiste sur quoi? Au lieu donc de l'intervention des pouvoirs publics, donc il insiste sur la spontanéité donc des changements institutionnels. Donc, c'est ce changement institutionnel spontané qui doit assurer donc le DD. Un profond changement institutionnel dans les institutions المؤسسات كاملين يكون فيهم واحد التغيير تبدلت شويه المؤسسات قسمتي ليا التغيير ان بروفون شونجمون خص يكون واحد تغيير عميق في المؤسسات سيرتو في لو دومين ديال لي بروسيدور تكنيك مثلا pour le créer مثلا une usine qui produit de la fumée par exemple, qui rejette des déchets, donc il faut davantage donc durcir davantage المساطر يكونوا شويه صارمه في les autorisations هنا. Il est nécessaire pour que la croissance devienne durable. Sinon, si les procédures sont normales et sont générales dans tous les domaines, donc c'est difficile. C'est la théorie de Porter donc en 1995, mais également de Turan donc Erkman en 1998. Donc on insiste également sur une logique. Au lieu de l'intervention directe des pouvoirs publics, il faut insister sur un changement institutionnel spontané, c'est-à-dire de rendre dur, donc rendre quand même difficile et compliqué donc les procédures techniques pour donner des autorisations, par exemple, à des usines qui produisent de la pollution. Puis l'école américaine, c'est une école un peu soi-disant donc extrémiste dans son raisonnement. C'est-à-dire pour eux, la croissance économique dans tous les cas ne peut jamais réaliser le DD. C'est pour cette raison il faut une économie stationnaire. Il faut autrement, donc c'est le modèle de la croissance zéro. C'est-à-dire il faut arrêter la production au niveau d'aujourd'hui et changer ainsi donc les comportements de la consommation pour réduire davantage donc la consommation, parce qu'il y a beaucoup de consommations qui sont nuisibles à l'environnement, mais ils ne sont pas vitales pour la vie des gens. La Covid, donc les confinements que nous avons vécu donc l'année passée, l'année 2020, donc était un exemple d'école. On s'est rendu compte que beaucoup de consommations ne sont pas nécessaires pour notre vie et sont plus nuisibles que vitales. Alors, aucune substitution entre le capital naturel et les autres composantes n'est possible. C'est de l'illusion, hein? C'est de substituabilité, ou bien c'est substitution entre le capital naturel et le capital technique, par exemple. Donc voilà les auteurs, Costanza, donc Dali, surtout donc pendant les années 92-99. Maintenant, un autre raisonnement, ce sont les analyses en univers controversé. C'est vrai, donc le monde, le DD est alors pensé comme un effet d'un jeu d'acteurs. Nous sommes dans un environnement dont il y a des entreprises, des experts politiques, la société civile, et ainsi de suite. Et la question, donc ici, les intérêts sont malheureusement contradictoires par rapport à la question de le DD. Et comme ça, donc l'univers, il est controversé, il y a des contradictions dans cet univers. Donc vers la fin, la question de le DD dépend de quoi? Le pouvoir de négociation entre eux et le poids et le lobbying
de ces acteurs. Si par exemple la société civile est puissante, c'est normal à ce que le DD est facile à réaliser. Également, si les politiques sont écologistes, également c'est facile. Les entreprises, je ne pense pas que l'entreprise, théoriquement parlant, l'entreprise, c'est un maximisateur, c'est quelqu'un qui cherche à maximiser le profit, peu importe le moyen. Donc, ici, donc, le DD donc, est une conséquence des négociations, des rapports de force entre tous les acteurs. C'est pour cette raison donc le DD s'inscrit également se réalise dans un contexte, dans un univers controversé malheureusement. Ainsi donc l'analyse en termes de controverses scientifiques, c'est vrai donc il y a des controverses d'abord scientifiques. L'incertitude radicale généralement conduit à légitimer donc l'intervention publique pour atteindre le DD. Il y a de l'incertitude par rapport normalement la controversité donc de ces acteurs. Donc qu'est-ce qu'il faut? Généralement donc on invite l'État à intervenir donc pour assurer donc le DD. Sinon on peut baser sur donc des conventions. Surtout donc des conventions sous forme de normes entre ces acteurs. Comme ça, les controverses sont morales. Tout dépend maintenant les valeurs de chacun. S'il y a une convergence des valeurs qui respectent l'environnement, donc c'est plus facile à assurer le DD. Et on va finir par également le DD donc c'est une problématique humaine et c'est pourquoi parce que il résulte de quoi? Des conditions normatives, un certain nombre de normes, de valeurs qui sont définies à l'intersection de quoi? De trois éléments: économie, environnement. Donc ce qui nécessite quoi? Donc des changements institutionnels. Ces conditions normatives nécessitent, pour qu'ils soient en faveur de le DD, il nécessite quoi? Des changements au niveau des institutions. Et on va finir par une analyse extrémiste également, qui est l'analyse anthropique. C'est presque donc ça va dans la même logique aussi de l'école américaine, de l'école écologique, donc qui considère, qui insiste sur quoi? Sur un désordre d'un système, c'est-à-dire quoi? Pour cette école, pour ces théoriciens, la croissance économique ne peut jamais être durable. Donc il faut une décroissance. Pourquoi? Pour réaliser le DD. Il invite à envisager une décroissance au lieu de la croissance économique pour réaliser le développement. La durabilité, développement bien de développement ou de la croissance, c'est une illusion. Comme ça, donc voilà, donc c'est la conclusion de la touche, donc en 2006 et en 2006 Harris en 2005. Donc voilà généralement comment donc ces écoles, ces théoriciens ont traité la question de l'EDD. Voilà, donc ainsi cette vidéo prend fin. Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais essayer donc de traiter le chapitre suivant. Il s'agit du financement de la croissance économique. Merci pour votre attention.